Claire se souvenait encore du silence ce matin-là. Un dimanche pâle, sans un souffle de vent. Julien s'était levé tranquillement, comme tous les dimanches. Il avait enfilé sa veste beige, attrapé les clés posées sur la table d'entrée, puis, d'un ton calme, avait dit « Je vais chercher du pain ». Elle avait hoché la tête, absorbée dans la préparation d'un gratin dauphinois, tandis que leur fils dessinait au sol, entouré de feutres. Elle ne s'était doutée de rien. Pourquoi aurait-elle soupçonné quoi que ce soit? C'était routinier. Quotidien, presque rassurant. 1 heure passa. Claire haussa un sourcil. 2 heures, puis 3. Elle tentait de ne pas s'inquiéter. Il avait peut-être croisé un voisin, pris un café. Puis une ombre s'installa, légère mais tenace, sur son regard. Elle appela. Le téléphone sonnait, sans réponse. Elle fit le tour du village, demanda à la boulangère. Non, Julien n'était pas passé ce matin-là. Le soir vint, sans message, sans explication. Le lendemain, la gendarmerie fut contactée. Des recherches furent ouvertes, formelles mais froides. Un véhicule fut retrouvé 3 jours plus tard, abandonné sur un chemin près d'Aix-en-Provence, moteur froid, portière fermée. Pas de traces de lutte. Une voiture sans âme. Les semaines suivantes furent un vertige. Claire dormit peu, mangea moins. Elle tentait de rassurer leur fils, qui ne comprenait pas, et demandait chaque soir « Il revient quand, papa ?» Elle répondait d'un sourire voilé « Bientôt, mon cœur ». Puis, 3 mois après la disparition, un simple appel de la banque la fit chavirer. Le compte était vide, vidé progressivement, méthodiquement. Elle consulta les relevés, les visites au coffre, les signatures, Julien. Tout indiquait que ce départ n'était pas une disparition, c'était une fuite calculée. Pire encore, elle découvrit, en larmes et tremblante, un acte de vente signé sans son savoir, une vieille bâtisse appartenant à sa famille depuis 2 générations, vendue à son insu. L'acheteuse? Une certaine Lisa Dumont, nom qu'elle reconnut. Une collègue de Julien, souvent mentionnée distraitement lors des dîners. Claire passa une nuit entière sur le canapé, le regard figé. Il ne s'agissait plus d'un abandon. C'était un effacement. Un effacement d'elle, de leur vie, de leur histoire. Elle était seule, ruinée, avec un enfant à préserver des fragments brisés du passé. Et dans ce vide laissé par le pain non ramené, commença à germer autre chose. Une fin différente. Nietzsche avait un jour dit que celui qui a un pourquoi peut traverser tous les comment. Claire ne connaissait pas encore le pourquoi, mais elle savait désormais qu'elle le trouverait. C'était un matin comme les autres, enveloppée dans cette routine familière dont Claire croyait jadis se nourrir. Le silence dans la maison semblait plus dense que d'habitude, presque solide. Au four, les croissants d'essai qu'elle préparait pour son futur salon de thé doraient lentement, tandis que dans la pièce voisine, Esso, Enfis dessinait en silence. Claire se tenait devant la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, regardant la rue qui s'éveillait. La vapeur du café dans sa tasse dansait doucement, capturant la lumière du soleil levant. Elle s'étonnait toujours que le monde puisse continuer, que les feuilles continuent à tomber, que les chiens aboient au passage du facteur, après tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait baptisé son projet « Silence au four ». Un nom qui piquait la curiosité sans trop en dire. Le silence, c'était celui auquel elle avait été condamnée pendant des mois, sans réponse, sans lettre, sans explication. Le four, c'était à la fois l'objet du renouveau, la chaleur du pain qui cuit, qui nourrit, et le lieu où elle avait versé ses larmes les premières fois, caché derrière le pétrin. Mais ce matin-là, un silence différent flottait. Ce n'était plus celui de l'abandon, c'était celui d'une décision prise. Claire ouvrit le four. Une douce odeur de beurre et de levain emplit la pièce, chaude, presque réconfortante. Les croissants étaient réussis. Pas tout à fait parfaits, mais prometteurs. Elle plaça la plaque sur le plan de travail et contempla le résultat. Chaque détail comptait. Elle avait appris à voir les signes, la dorure d'une surface, l'équilibre d'une pâte levée. Comme elle avait appris à voir le mensonge dans les regards de Julien, autrefois. Le four émettait encore ce léger vrombissement familier. Elle éteignit le thermostat, mais ce n'est qu'une fois le bruit disparu qu'elle réalisa à quel point elle respirait mieux. Elle commençait à aimer ce nouveau silence. Un SMS vibra. Message du détective. Confirmé. Il est à Barcelone. Nom d'emprunt, Jean Giraud. Claire relut le message sans ciller. Puis elle tendit la main pour prendre un croissant chaud, le rompit en 2. L'arôme s'intensifia. Elle le goûta. C'était bon. Moins que la revanche à venir, mais tout aussi construit, tout aussi mérité. Quand la gendarmerie lui annonça que la voiture de Julien avait été retrouvée à 50 km, vide et sans signe de lutte,
Claire sentit sa gorge se nouer. Dans le village, les murmures allaient bon train, des hypothèses absurdes, des regards pleins de pitié, d'autres pleins de jugements silencieux. Pendant des semaines, elle vécut dans un entre-deux douloureux, l'attente, le doute, la peur de ne jamais savoir. Mais c'est en ouvrant une lettre recommandée 3 mois plus tard que Claire comprit vraiment où Julien était allé. Ce n'était pas une disparition tragique. C'était une trahison limpide. L'acte notarié était formel, vente complète du mât provençal Sia. Son nom n'y figurait pas. Pourtant, cette maison était à elle. Un legs de sa grand-mère, conservé précieusement depuis des années, toujours entretenu malgré leur train de vie modeste. Elle croyait encore parfois entendre dans ses souvenirs les rires des étés passés là-bas. C'était leur trésor. Julien avait tout liquidé sans lui dire un mot, usant de faux documents et de complicité peu scrupuleuse. Et pire, le compte joint affichait un solde à peine suffisant pour payer l'électricité. Tout avait disparu, l'épargne pour les études de leur fils, les fonds qu'elle mettait de côté doucement pour son projet de salon de thé, chaque centime qu'elle avait voulu croire construit ensemble. Elle fouilla les papiers restants, fit appel à la banque, interrogea le notaire qui l'avait contacté, toujours le même visage compatissant, les mêmes excuses formelles. Julien avait agi vite, méthodiquement, en exploitant sa confiance. Le plus douloureux n'était pas l'argent, ni même la maison. C'était de savoir qu'il avait tout orchestré des mois avant de partir. Elle rejoint les souvenirs. Ces « je t'aime » mécaniques, les petits gestes absents, ces silences plus lourds qu'avant. Il ne l'avait pas abandonné dans un sursaut d'égoïsme soudain. Il avait planifié sa fuite, repli après repli, profitant de ses absences, de sa foi naïve en leur vie ordinaire. Elle n'était plus seulement une épouse trompée. Elle était spoliée. Et peu à peu, une chose s'alluma sous les décombres, une volonté de comprendre, d'agir, de regagner ce qu'elle avait perdu, et plus encore. Les semaines étaient devenues des litanies de silence et de points d'interrogation. Claire n'avait plus d'épreuves concrètes à affronter, juste l'absence. Chaque matin, elle ouvrait les volets en espérant que ce jour serait différent. Il ne l'était jamais. Un dimanche après-midi, alors qu'elle pliait du linge dans la cuisine en arrière-plan d'un feuilleton qu'elle n'écoutait que d'une oreille distraite, son téléphone vibra. Une notification Instagram, banale. Sa cousine Léa, qui voyageait beaucoup et partageait toutes ses aventures, venait de publier une série de vidéos d'un marché à ciel ouvert dans une île grecque. Claire cliqua machinalement. Les images défilaient joyeusement. Des tables blanches, des étals colorés, des odeurs presque palpables à travers l'écran. Et puis, un visage. En arrière-plan, flou, en mouvement. Mais familier. Elle cligna des yeux. Remit la lecture à zéro. Puis encore. Est-ce que c'était Julien? Le cœur de Claire battit plus fort. Elle prit une capture d'écran. Zooma. La silhouette masculine, la démarche. Même cette chemise bleue qu'elle lui avait offerte 2 étés auparavant. À ses côtés, une femme brune, cheveux relevés. Riant. Lisa. Claire sentit une moiteur glaciale descendre le long de son dos. Après 3 mois de néant, tous les éléments s'entrechoquèrent dans sa tête comme des dominos enfin poussés. Ce n'était pas un accident, ni une crise. C'était une fuite. Volontaire et préméditée. L'instinct de survie, jusqu'ici anesthésié par le choc, se réveilla. Elle s'assit au bord du lit et regarda longuement son écran. Dans sa poitrine, la douleur se métamorphosait peu à peu en autre chose. Une forme d'élan. Pas de vengeance cruelle, mais d'une justice mûrie, lente, implacable. Elle murmura pour elle-même. Je les retrouverai. Et ils comprendront. C'était ce jour-là que Claire retrouva sa propre voix. Une voix que le doute avait longtemps ensevelie sous la loyauté. Une voix ferme, intérieure, que même le silence de l'abandon ne pouvait plus éteindre. Le soupçon était devenu certitude. Et la certitude, son moteur. Et le Mistral, qui soufflait sur les collines provençales, semblait à Claire un écho lointain de ses pensées tourmentées. Marseille n'était plus qu'un point sur la carte, mais ses secrets pesaient encore lourdement sur ses épaules. 3 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Julien, et malgré les démarches officielles, aucune piste sérieuse ne semblait avancer. Jusqu'à ce jour, où un détail infime fit basculer le silence. C'était en préparant un dossier au cabinet notarial, où elle venait tout juste d'être engagée. Claire, appliquée, méthodique, apprenait vite. Elle étudiait en cachette chaque soir les articles de loi sur les délits de fraude patrimoniale, notait les nuances du droit immobilier, absorbant tout avec une détermination nourrie par la trahison. Ce samedi-là, en classant des actes notariés, un nom attira son attention,
Lisa Dumont apparaissait comme coacquéreuse dans une vente immobilière à Marseille. En fouillant un peu plus, elle trouva la mention d'un appartement modeste, vendu en hâte, à un prix bien en dessous du marché. La signature de Julien figurait, mais jamais la sienne. Le cœur de Claire se serra. C'était bien leur ancienne résidence secondaire, celle qu'elle croyait simplement abandonnée. Elle ferma les yeux. La vente illégale qu'elle pressentait était réelle. Voilà la piste marseillaise, ancienne zone d'ombre, devenue source de lumière. Elle en parla à l'huissier du cabinet, sous prétexte de curiosité juridique. Il fronça les sourcils. Une procuration absente? Irrecevable en l'état. Claire enregistra chaque mot. Elle demanda ensuite à un ami de l'enfance, devenu avocat à Haye, ce qu'une plainte conjointe pour délit d'abandon et escroquerie pouvait réellement produire. Il soupira, compatissant. Long, lent, mais possible. Si tu tiens bon. Marseille n'avait plus rien de romantique. Sa canebière, ses ruelles escarpées, tout y était devenu pour Claire un décor d'effacement, où les fantômes de sa vie ancienne se promenaient. Mais elle ne voulait plus fuir. Elle décida d'y aller. Regarder la mer, mais cette fois en face. Elle prit le premier train le lundi suivant. Arrivée au Vieux-Port, elle fit halte devant l'immeuble mentionné dans l'acte. Fenêtre fermée, sonnette muette. Mais une concierge bavarde la reconnut grâce à une vieille photo que Claire montra, prétextant une recherche de part perdue. Ah oui, ce monsieur partit peu après avoir vidé le logement. Une dame l'attendait en voiture. Une blonde un peu sèche, vous voyez? Claire hocha la tête. Elle flâna ensuite dans les rues, écouta les voix, capta des fragments d'accent, goûtait aux réminiscences de leur dernier voyage ici, quelques années auparavant. Elle passa devant la mairie de secteur, silencieuse. Tout était là, et tout avait disparu. Mais dans ses absences, elle trouva une force. Elle savait maintenant que Marseille avait été une étape, pas une destination. De retour chez elle, Claire classa soigneusement les copies d'actes, les photographies prises devant l'immeuble, les témoignages. Les fantômes de Marseille n'étaient plus une énigme. Ils étaient la preuve et le début d'une vengeance mûrie, précise, inarrêtable. Le salon était plongé dans un silence presque religieux. Claire, tassée dans le coin du canapé, redressait lentement le dos, une tasse de thé tremblant entre ses mains. Le silence de la maison ressemblait à celui d'une église vide, pesant, sacré, dangereux. Sur la table, la tablette de son fils était restée allumée après qu'il s'était endormi. Une lumière bleutée émanait de l'écran, comme une veilleuse étrange dans l'obscurité. Par habitude, Claire tendit la main pour l'éteindre. C'est là que son regard se fixa. La vidéo était en pause, mais l'image figeait quelque chose d'inattendu. Au premier plan, une femme blonde parlait à la caméra, surexcitée, vantant un restaurant en bord de mer en Grèce. Mais Claire ne voyait que, derrière, flou mais indiscutable, deux silhouettes attablées au fond de la terrasse. Un homme, une femme. Lui, les bras croisés, le regard affalé sur un verre de vin. Elle, la main levée, sûrement en train de rire. Claire sentit un vertige. Son cœur rata un battement. Ce profil-là, ses épaules, ce geste si familier. Ce n'était pas un rêve. C'était Julien. Et Lisa. Claire agrandit l'image, zooma, appliqua les filtres de lumière avec une précision chirurgicale. C'était eux. Pas la moindre hésitation. Le monde vacilla tout autour. Elle entendait à peine le bruit du vent dehors, ou même le souffle régulier de son fils endormi dans la chambre d'à côté. Dans sa poitrine, une porte venait de s'ouvrir violemment. Elle n'avait pas rêvé. Elle n'avait pas exagéré. Ils n'étaient ni perdus ni cachés au bout du monde. Ils savouraient une vie qu'ils avaient volée. Claire se leva lentement, la tablette toujours entre ses doigts. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait les revoir ainsi, presque par accident, comme une réponse du destin. Elle fit quelques pas vers la fenêtre, sa silhouette mince découpée par le clair de lune. Ce n'était plus la même Claire qui pleurait dans sa cuisine 3 mois plus tôt. Quelque chose grondait doucement en elle. Quelle douce ironie, c'est sur l'écran d'un enfant qu'elle eut enfin un nom, un lieu, une certitude. Et ce soir-là, alors que minuit approchait, Claire comprit que ce simple aperçu allait modifier toute sa trajectoire. Elle ne les laisserait pas s'en sortir. Pas cette fois, pour elle, le bureau sentait toujours un mélange de cire d'abeille et de café tiède. Claire s'y était installée depuis plus de 6 mois maintenant, dans cette étude notariale discrète au cœur du village. Chaque matin, elle enfilait son chemisier blanc, attachait ses cheveux, et marchait jusqu'à la bâtisse avec la rigueur d'une horloge. Ce n'était pas le poste de rêve, mais c'était un tremplin, et surtout, une porte ouverte sur un monde qu'on avait toujours voulu lui cacher. Ce lundi-là,
Un dossier l'attendait sur son bureau, comme tant d'autres, mais une note manuscrite attira son regard. N'oublie pas de vérifier les procurations du lot 82 TEF. Il y a eu un cafouillage apparemment. Ce nom de lot résonna en elle. Lot 82 TEF. Le même identifiant que la maison de campagne de ses grands-parents, celle qu'ils avaient retapée chaque été. Celle que Julien avait prétendu impossible à vendre à cause d'un litige cadastral. Avec des mains calmes mais battues intérieurement d'une pulsation nerveuse, elle ouvrit le dossier. Là, sur la deuxième page, une photocopie d'un acte de vente apparut. Elle parcourut les lignes. Vente réalisée le 17 mars à 10h15. Vendeur, Julien Morel, mandaté pour l'ensemble des propriétaires. Elle avala sa salive. Une signature imitant la sienne terminait la page. Ce n'était pas qu'une question de trahison sentimentale. C'était criminel. Et c'était là, sous ses yeux, noir sur blanc, froid, administratif, indiscutable. Pendant toute l'après-midi, elle feignit de lire des actes quelconques, mais en secret, elle imprimait. Elle sauvegardait. Elle photographiait chaque mention, chaque date, chaque signature. Elle constitua son propre petit dossier, discret, rangé dans une chemise grise sans titre, qu'elle glissa dans son sac, cœur battant. Le soir venu, alors que le village s'éteignait et que les volets se refermaient un à un, Claire s'assit dans sa cuisine. À la lumière de la lampe huileuse, elle relisait chaque page. Elle y voyait enfin clair. Un faux mandat signé, un courtier louche impliqué, une absence de certificat d'autorisation de sa part. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une faille. Une brèche qu'elle pouvait utiliser. Ce soir-là, Claire ne pleura pas. Elle ne frissonna pas. Elle sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle tenait quelque chose. Une vérité camouflée sous des parapheurs administratifs, invisibles à ceux qui n'avaient pas appris à chercher. Elle tenait la clé de son retour. Claire était assise seule dans la chambre qu'elle partageait jadis avec Julien, les volets à demi fermés, un rayon de lumière mouvant sur le tapis tissé de ses mains, souvenir lointain d'un passé heureux. Cela faisait 6 mois. 6 mois depuis le jour où Julien, l'homme qu'elle croyait connaître jusqu'au dernier souffle, était parti en prononçant les mots les plus anodins du monde: je vais chercher du pain. 6 mois à attendre, espérer, chercher, pleurer, puis affronter la vérité. Et maintenant, elle en était là, larmes sèches, regard fixe. Pas vide, non, déterminée. Elle venait de raccrocher avec la banque. La goutte de trop? L'une des dernières lettres révélant un crédit contracté en son nom, dont elle ignorait l'existence. La voix posée du conseiller, presque compatissante, lui avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Plus rien ne lui appartenait. Pas même sa dignité, semblait-il. Mais cette fois, ce n'était pas le choc qui l'avait figé, c'était la décision. Elle ouvrit le tiroir du buffet, en sortit l'album photo qu'elle avait évité jusqu'ici. Chaque image la rattachait à ce passé. Une fête d'anniversaire improvisée, un pique-nique avec leur fils, ce voyage en Ardèche où Julien l'avait enroulée dans un châle pour la protéger du vent. Des mensonges, maintenant. Pourtant, derrière la douceur de ses regards, elle vit autre chose. Sa propre patience. Sa foi, sa ténacité. Et surtout, sa force. Ce soir-là, Claire sortit dans le jardin. Le ciel provençal s'embrasait de nuances dorées. Les cigales s'étaient tues, laissant place au silence dense de l'été finissant. Elle respira profondément. Tout n'était pas fini, tout commençait. Elle ne se laisserait pas écraser. Elle renaîtrait. Non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour elle-même. Pour son fils, qui méritait une mère libre, invincible. Elle prit un carnet vierge, s'installa à la table de la cuisine et écrivit 2 mots, plan reconquête. Et dessous, en lettres majuscules, 3 objectifs, retracés. Réclamer. Reconstruire. Ce soir-là, Claire Morel, mère blessée, femme trahie, s'éveilla. Pas en victime, mais en combattante, en guerrière. Claire ajusta doucement la nappe en lin sur la table en bois clair. Le soleil matinal perçait à travers les rideaux en dentelle de la vitrine du salon de thé. L'enseigne flambant neuve suspendue au-dessus de la porte indiquait simplement « le temps d'un thé ». Une clochette douce tinta lorsqu'une cliente entra, réveillant Claire de ses pensées. Chaque journée commençait ainsi, pleine de rituels simples, mais chargés de sens. Il y avait quelques mois encore, l'idée même de tenir un commerce paraissait irréelle. Elle n'était, au fond, que Claire, celle qu'on saluait poliment sans écouter, l'épouse fidèle qu'on supposait effacée. Aujourd'hui, elle saluait ses clientes par leur prénom, proposait des infusions uniques qu'elle avait elle-même composées, racontait, sans trop en dire, le courage qu'il fallait pour se redéfinir après avoir été trahie.
Le mur du fond de la boutique affichait des cartes manuscrites, des messages de soutien, des remerciements, des citations. Claire avait fait de cet espace un refuge. Pas seulement pour ses clients, mais pour elle-même. Les gestes du quotidien, ici, avaient quelque chose de guérisseur. Préparer une théière, accueillir une vieille dame solitaire avec un sourire sincère, ou voir une adolescente découvrir un goût de tilleul qu'elle n'avait jamais goûté. Chacune de ces scènes était une petite victoire. Elle pensa à Lisa et à Julien non pas avec rancune, mais avec une distance certaine. Ils avaient quitté sa vie, certes violemment, mais avaient emporté avec eux les illusions qui l'empêchaient d'oser. Sans leur trahison, peut-être n'aurait-elle jamais retrouvé le goût de sa propre voix. Lorsque Zoé, son amie retrouvée, entra en portant des scones encore tièdes, l'odeur moelleuse emplit l'air. Claire sourit. L'amitié aussi avait survécu, renaissant de ses cendres, plus sincère, plus solide. Elle prit une tasse, la remplit de thé au jasmin, puis l'apporta à une jeune cliente qui lisait seule. En posant doucement la tasse, Claire lui dit, presque comme une confidence. Ce n'est pas seulement du thé. C'est un peu de paix dans une tasse. Et en s'éloignant, elle réalisa que sa résilience avait le goût doux, profond et apaisant du thé bien fait. Et aux rues de Barcelone baignées dans la lumière dorée de l'après-midi. Claire descendit du taxi face à une placette bordée d'orangers et de bâtiments au balcon en fer forgé. Son cœur battait vite mais calmement, comme si lui aussi avait appris la patience. Elle était là, après des mois de préparation, de doute, de silence tenace dans la nuit pendant que son fils dormait. Un souffle léger caressa son visage. Elle l'inspira profondément. Tous les détails avaient été vérifiés, l'adresse du café, l'heure à laquelle Julien y travaillait, et les va-et-vient de Lisa. Elle avait tout mémorisé à force de revoir encore, et encore les rapports du détective. Claire avançait, silhouette droite, cheveux relevés, vêtue d'un tailleur doux mais élégant qui disait sans mots. « Je suis ici par choix. » Elle aperçut l'enseigne du café, El Nido. L'endroit était modeste, presque fatigué. Rien de tape à l'œil. Une terrasse clairsemée, des tables bancales, une pancarte à moitié effacée. Elle observa pendant quelques secondes. Et là, à travers la vitre, elle le vit. Julien, derrière le comptoir. Souriant à un client. Le monde sembla soudain rétrécir et s'éloigner à la fois. Un silence la traversa. Ce même homme qui lui avait dit qu'il revenait dans un instant se tenait ici, les manches retroussées, l'air détendu, vivant une existence qu'il avait choisie en effaçant la sienne. Une serveuse sortit déposer 2 cafés sur une table. Lisa. Plus maigre qu'avant, les traits tirés. Rien de l'assurance hautaine qu'elle affichait autrefois. Claire observa quelques secondes de plus, puis poussa la porte vitrée. Le tintement de la clochette suspendit l'espace. Julien releva la tête. Son sourire se figea, puis disparut. Lisa faillit faire tomber son plateau. Claire avança, posa son sac sur une table près du comptoir. La salle s'était tue. Elle demanda, d'une voix douce mais ferme, « Une baguette, s'il vous plaît ?» Julien ne répondit pas. Alors elle ouvrit lentement son sac et en sortit un dossier épais. Elle le tendit, sans trembler. « Voici l'acte que tu as signé illégalement. La plainte déposée, les photos, les relevés. Ton petit paradis est terminé. » Derrière elle, un cliquetis discret, une caméra. Le journaliste était là, comme prévu. Claire n'avait plus besoin de se cacher. C'était le début de la fin pour eux. P.O. Hurel, c'était le vrai commencement. LES rue de Barcelone vibrait d'une vie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil frappait les volets colorés tandis que le bruit des scooters traversait l'air chaud. Claire marcha lentement le long de la Rambla, son petit carnet à la main, comme n'importe quel touriste venu goûter au plaisir de la Catalogne. Mais elle n'était pas ici pour flâner. Elle arriva au coin d'une rue animée du quartier Elborn. Là, au milieu des façades ternies par le sel et le temps, se tenait le café. Rien de spectaculaire, pas même une enseigne claire, juste une ardoise penchée annonçant les « tapas du jour ». Claire s'arrêta brièvement devant la vitrine marquée de traces de doigts. C'était là. Derrière les vitres mal nettoyées, elle le vit, Julien. Plus mince, plus vieux, nettement moins soigné. Il portait un tablier froissé et essuyait distraitement un comptoir. Près de lui, Lisa servait une assiette avec agitation. Elle paraissait pressée, nerveuse. Claire entra. Le carillon de la porte fit tinter une note légère. Personne ne la reconnut immédiatement, et elle en profita pour s'avancer, le cœur calme malgré la tempête intérieure. Elle s'assit à une table en bois près de la fenêtre. Lorsqu'un jeune serveur s'approcha, elle demanda posément, en français, « Une baguette,
S'il vous plaît, le serveur haussa un sourcil, détourné par l'étrangeté de la requête, et s'éloigna pour demander à Julien. Il jeta un œil dans sa direction. Et là, enfin, il la reconnut. Son visage se figea. Il murmura quelque chose à Lisa, qui se tourna lentement. Lorsqu'elle reconnut Claire, sa main trembla, et une fourchette tomba au sol. Claire se leva, sortit un dossier solidement agrafé de son sac, et marcha d'un pas vers le comptoir. L'atmosphère sembla se figer, les conversations s'éteindre. « Bonjour, Julien. Voici l'acte de vente frauduleux que tu as signé sans mon consentement. La plainte pour abandon de famille. Et la photo de vous deux, ici, dans ce pays où ni l'un ni l'autre n'a déclaré ses revenus. » Julien tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Je t'avais promis que tu n'aurais aucune paix. Et je tiens toujours mes promesses. » La porte s'ouvrit derrière elle. 2 agents vêtus de noir entrèrent. Lisa recula d'un bond. L'un des agents s'approcha calmement de Julien, l'autre présenta une traduction en espagnol du mandat international. Claire n'eut pas besoin de rester davantage. Elle sortit du café en silence, le soleil caressant son visage. Derrière elle, le cliquetis de menottes et le café déborde d'un balai doux de fin de matinée. À l'ombre de la petite place de Gracia, les carreaux de ciment craquent sous les pas feutrés des habitués. À l'intérieur, Julien sert mollement un cortado à un touriste affable, tandis que Lisa essuie les verres d'un air absent. Rien, dans leur quotidien à ce moment précis, ne semble indiquer que l'édifice de mensonges qu'ils se sont bâtis va bientôt s'effondrer. La CLO, de la porte teinte. Une femme entre. Ses talons résonnent brièvement, sa démarche lente et assurée. Claire, drapée dans un manteau crème, visage calme mais regard d'acier, elle attire les regards sans parler. Ce n'est plus celle que Julien a laissée derrière lui dans un village de Provence. Il ne la reconnaît pas tout de suite. Il faut quelques secondes, une inclinaison de la tête, une ombre d'expression. Et soudain, son teint pâlit. Lisa stoppe net son geste. Claire s'approche du comptoir. Tranquillement, elle observe les 2 visages, comme un chirurgien fixant une anomalie avant l'intervention. « Une baguette, s'il vous plaît, dit-elle doucement, en français. Julien ouvre la bouche, hésite, cherche un mot. Trop tard. Claire sort un dossier de son sac, le pose sur le zinc. Son ton reste doux mais tranchant. Voilà l'acte de vente falsifié. Copie du virement sur ton compte à Barcelone. Déclaration de fuite à l'étranger. Interpol a été alerté. Julien recule. Lisa s'emporte. Tu ne peux pas venir ici. Claire se tourne vers elle, l'interrompt d'un simple regard. Vous avez profité de mon silence. Je ne me suis pas battue pour redevenir une ombre. Derrière elle, une cliente lève les yeux de son livre. Le silence envahit les lieux. Puis, les portes s'ouvrent dans un courant d'air. 2 policiers espagnols entrent. L'un d'eux s'adresse à Julien en catalan. Il ne résiste pas. Il ne peut pas. Claire les regarde emmener l'homme qu'elle a aimé, celui qui l'a trahi, sans trembler. Lisa, elle, s'effondre sur un tabouret, en larmes. Claire, sans un mot de plus, tourne les talons. Sur le trottoir, le vent danse dans sa chevelure rassemblée, comme un adieu au passé. Derrière elle, une caméra posée discrètement sur la terrasse enregistre. Un monde de mensonges vient de s'écrouler. Le vent tiède de Provence caressait la place du village lorsqu'une douce odeur de tarte aux abricots s'échappa du petit salon de thé blanc au volet lavande. Devant la vitrine impeccablement agencée, un écriteau manuscrit annonçait « Inauguration spéciale Claire vous accueille ». Claire, droite derrière le comptoir, portait un tablier crème brodé d'un petit rameau d'olivier. Ses mains, nerveuses mais fermes, disposaient les parts de tarte aux fruits dans d'élégantes assiettes en porcelaine. Le cliquetis de la vaisselle se mêlait aux éclats de voix curieuses des habitants rassemblés sur la terrasse. Certains étaient venus par simple intérêt pour les pâtisseries. D'autres, intrigués par le retour de Claire, après une année de silence, de chuchotements et de conjectures. Sous les regards à peine dissimulés, elle saluait avec simplicité, courbant légèrement la tête à chaque compliment. Certains avaient déjà reconnu en elle plus qu'une boulangère, un symbole. La femme laissée pour compte, humiliée, qui s'était relevée avec une discrétion méthodique, presque chirurgicale. Mais ce jour-là, Claire n'attendait pas les éloges. Elle avait autre chose en tête, le dossier qu'elle avait laissé à l'avocat le matin même, un lot de documents irréfutables, désormais entre les mains du procureur de Marseille. Elle y avait joint des extraits bancaires, des signatures, des photos prises à Barcelone montrant Julien et Lisa sous leur pseudo-identité. En revenant du cabinet, elle avait acheté, presque machinalement, une cagette de pêche blanche. La chair juteuse, douce,
lui rappelait l'été d'un autre temps, celui d'avant les mensonges, avant les comptes vidés. Elle en avait fait une tarte, nappée d'un filet de miel de lavande, et l'avait nommée Justice. Une cliente, une jeune femme aux yeux pleins de fatigue, s'approcha timidement du comptoir. « C'est vous, Claire ?» Celle dont le mari. Elle hésita. Celle qui s'en est sortie, oui, répondit Claire avec un léger sourire. Et vous? Une part de quelle justice avez-vous besoin aujourd'hui? Sans un mot, la cliente serra la main de Claire et accepta la part chaude de tarte encore fumante. Sous le ciel provençal, tandis que les cloches sonnaient doucement au loin, quelque chose, enfin, semblait à leur juste place, et le soleil filtrait doucement à travers les larges vitres du petit salon de thé, étendant des traînées dorées sur le parquet encore lustré de frais. Dans ce lieu paisible, subtilement parfumé de cannelle et de vanille, Claire disposait les dernières pâtisseries sur l'étagère centrale. Une brioche à l'orange, un clafoutis aux cerises, et un cake aux amandes finissaient de refroidir. Chacune de ces douceurs portait les traces discrètes de son renouveau, une main plus assurée, un regard plus calme, une sérénité mature née de mois entiers de bataille. Le nom du salon, Claire Lumière, inscrit avec élégance au-dessus de la porte, n'était pas un hasard. C'était un ancrage, une déclaration. Elle n'était plus seulement Claire Morel, ancienne épouse trahie. Elle était Claire, la femme qui s'était reconstruite, pierre après pierre, tout en élevant un enfant, tout en devenant l'artisane de sa propre résilience. Dans le miroir suspendu près du comptoir, elle aperçut son reflet. Une femme posée, le regard vif, la nuque dégagée et le tablier ivoire soulignant sa silhouette droite. Elle ne souriait pas systématiquement. Mais lorsqu'elle souriait, ses yeux suivaient vraiment. Derrière chaque objet de l'établissement se cachait une histoire. La grande table en bois brut venait de la grange de sa tante. Les nappes brodées avaient été cousues par ses anciennes voisines, réconciliées depuis. Une communauté s'était formée autour d'elle, lentement, naturellement. Non pas par pitié, mais parce que Claire, en se relevant, avait tendu la main à d'autres. Son fils entra, sac d'école sur le dos, un biscuit dans la bouche. Elle le regarda s'emparer d'un verre de jus, et sentit un frisson de gratitude lui traverser l'échine. Il riait à nouveau. Il posait des questions, il rêvait, et elle pouvait être présente, entière. Chaque semaine, une cliente s'attarda, pour lui parler de ses propres blessures. Une autre déposait un livre prêté. Claire les écoutait, sans donner de leçons. Mais dans ces silences, il y avait un écho, celui d'un combat mené et gagné sans haine. Aujourd'hui n'était pas une revanche. C'était une renaissance.